Bonjour tout le monde et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie au Québec. Donc, vous avez probablement entendu, puis là, Charles, en fait, je vais peut-être te le faire écouter à la fin pour que tu sois mis en contexte, mais notre tout nouveau jingle d'intro, je suis très fier d'avoir cela. Donc, je vais créditer l'auteur dans le fond, dans les informations là, reliées au podcast. Ensuite de ça, un petit résumé de l'épisode 5 de la semaine dernière, donc le robot basé sur le redressement du chat en chute libre. C'est un épisode très intéressant avec Xavier Garand, donc merci encore à Xavier d'avoir participé. Donc, un petit projet de maîtrise sur un robot qui se retourne très rapidement. Donc, allez écouter ça si vous ne l'avez pas entendu, c'était vraiment cool. Aussi, j'ai remarqué qu'on avait un très grand pourcentage des auditeurs qui écoutaient l'émission sur Samsung Podcast. Je ne savais même pas c'était quoi Samsung Podcast avant de cocher pour qu'il soit diffusé sur ce service-là. Donc, à tous mes auditeurs Samsung Podcast, et vous êtes beaucoup, bienvenue. Ensuite de ça, n'oubliez pas, si vous voulez, ça m'aide beaucoup là, si vous pouvez me donner un bon review ou un mauvais review sur les plateformes audio. C'est vraiment apprécié. Et finalement, écrivez-nous si vous avez des suggestions d'épisodes, donc des projets d'ingénierie ou de sciences, excusez-moi, ou d'innovation intéressants qui seraient cool à avoir. Donc, mon courriel est emile.demers.1@hotmail.com. Donc, maintenant que ça, c'est hors du chemin, on peut commencer avec l'épisode 6 que j'ai décidé de nommer Comment découvrir une exoplanète recouverte d'eau. Comme si c'était un tutoriel, là. Mais c'est pas vraiment ça, là, sûrement pas. Avec M. Charles Cadieux. Donc, bienvenue, Charles. Salut, ça fait plaisir d'être avec toi. Ouais, ben oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment content. D'habitude, si tu avais vu un petit peu là, le podcast à date, c'est l'épisode 6. Dans le passé, on se focus beaucoup sur les projets qui sont plus d'ordre d'ingénierie. Puis là, cette semaine, quand j'ai vu l'article, je pense que c'était dans Le Soleil ou La Presse, par rapport à cette découverte-là d'une équipe québécoise qui avait trouvé une exoplanète d'eau, je me disais, peu importe si c'est peut-être pas exactement de l'ingénierie, c'est peut-être plus du côté de la science, il faut absolument qu'on en parle au podcast. Là, fait que je suis vraiment content. Ouais, mais ça va me faire plaisir du mieux que je peux parce que je suis pas un ingénieur ou un instrumentaliste par rapport aux instruments, les spécificités des instruments qui ont été utilisés. Mais ça me fait plaisir aussi d'aller plus dans les détails, un peu dans les instruments, puis d'expliquer du mieux que je peux comment ils fonctionnent. Excellent. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, ça, c'est un truc qui va être drôle à parcourir. Là. Je sais que, ben c'est ça, t'es plus mettons, un scientifique. Moi, je suis peut-être plus l'autre côté, plus un Mhm. ingénieur. Puis, fait que les deux, peut-être qu'on sait moins, on sait pas autant que l'autre c'est quoi, peut-être le domaine de l'autre. Fait que ça va être peut-être difficile de Mhm. comparer les deux, mais j'ai vraiment hâte quand même de voir les différences qu'on peut trouver malgré ça. Euh, fait que là, toi, dans le fond, justement, euh, les parcours scientifiques, je sais que c'est peut-être un petit peu plus empirique, un peu plus théorique, et ce que ça fait en sorte, j'ai remarqué, c'est que souvent les étudiants qui sont dans ces domaines-là, dans ces bacs-là, ils doivent souvent aller faire une maîtrise, aller chercher un doctorat Mhm. pour aller chercher un petit peu plus de je veux pas dire de viande, là, mais peut-être d'un peu Mhm. plus de concret. Je sais pas, toi, dans le fond, toi, t'es rendu à ton doctorat, c'est-tu bien ça? Ouais, c'est ça. Je suis rendu doctorat. Là, je commence ma troisième année là, en septembre du doctorat. Donc, j'ai fait un bac en physique à l'Université de Montréal, ensuite une maîtrise. Je me suis plus tourné vers l'astrophysique à la maîtrise, puis maintenant le doctorat aussi. Ça s'est fait de façon très continue parce que j'ai gardé le même directeur de recherche entre la maîtrise, qui est juste 2 ans en fait, et le doctorat. Donc, j'ai continué. Mais effectivement, c'est sûr que après disons, un baccalauréat en physique, euh, souvent, il faut que tu continues parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois concrets que c'est vraiment ça qui demande comme, comme Ouais. qualificatif, un bac en physique. Donc, c'est peut-être un peu moins concret, c'est peut-être un peu plus abstrait, mais c'est ça ouvre les portes surtout pour le domaine académique, pour faire de la recherche, pour l'enseignement aussi. Donc, par exemple, des professeurs en physique au cégep ou à l'université, ben, ça prend minimalement souvent une maîtrise, puis ensuite le doctorat. Donc, ouais. OK, ça prend les deux, c'est ça. C'est pour ça que souvent les profs de. C'est souvent drôle, là, les profs d'Uni, ben, en tout cas dans mon bac aussi, Mhm. j'ai fait un bac en génie mécanique. Souvent, c'est drôle parce que tu regardes un peu ce qu'ils ont fait, leur parcours, puis mettons, ils font le bac en Laval en génie mécanique, mettons. Puis là, après, ils s'en Mhm. vont genre au MIT faire une maîtrise ou ils s'en vont dans tel pays faire un doctorat. Puis là, t'es comme OK, là, tu comprends un peu le niveau de. Pas qu'aller à quelque part d'autre a plus de Mhm. valeur, mais tu vois, OK, c'est ça, ils ont vraiment. Quand tu es enseignant, il faut que tu aies une coche au-dessus en Ouais, termes d'éducation. Là.
Oui, effectivement. Donc, ce que tu dis, c'est vrai. Dans le milieu académique, c'est très, disons, pourvu de justement changer d'institution. Tu sais, tu passes d'un bac maîtrise, après ça, tu changes, ça t'ouvre des portes. Mais c'est ça. De mon côté, j'étais bien aussi là où j'étais. Tu sais, je viens de Montréal, donc c'était comme. Il y a aussi eu la pandémie qui est arrivée quand j'ai terminé la maîtrise. Donc, tu sais, des fois, c'est mieux aussi de rester, puis c'est un peu plus smooth aussi, des fois, de continuer que, c'est ça, de Ouais. changer d'institution, changer de pays même. Là, c'est pas nécessairement fait pour tout le monde aussi. C'est que ça demande beaucoup de sacrifices. Là. Ben oui, clairement. Puis c'est bien plus safe aussi avec la pandémie, justement, là, de rester, là, clairement. Là, Mm-hmm. de partir, c'est vraiment risqué. Il y a beaucoup de gens, sûrement, qui se retrouvaient, peut-être qui auraient amorcé le processus pour changer de pays, puis finalement, ils seraient fait tirer le tapis en dessous des pieds. Là. Oui, ben c'est ça. J'ai eu des Comment ça? collègues qui étaient censés, mettons, partir pour faire un stage, puis là, finalement, ça a été annulé, mettons, en 2020 ou 2021. Fait Ouais, que tout a été un peu c'est ça, annulé la plupart du temps. chamboulé. Est-ce que, là, je suis curieux, dans le fond, ton doctorat que tu as mentionné, est-ce que c'est, puis tu sais, on pourra entrer vraiment plus dans le détail Oui. de la découverte bientôt, mais est-ce que c'est vraiment relié à la découverte ou tu as vraiment un projet de doctorat spécifique qui frôle, mettons, parallèle à ça, parallèle à la Non, découverte? c'est en plein dedans. Donc, OK. disons, tu sais, le titre exact, disons, de ma thèse de doctorat, mais ce que je me concentre vraiment, c'est de découvrir, caractériser des petites exoplanètes tempérées autour on dit d'étoiles de faible masse. Et cette exoplanète-là en particulier, c'est exactement dans OK. pile poil dans mon projet. Et donc, pour faire, c'est ça, pour faire la thèse de doctorat, souvent, c'est des thèses par article. Donc, on essaie de combiner quelques articles, un à la suite de l'autre. Donc là, j'aurais fait, disons, le premier. Il m'en resterait peut-être 2 autres à faire. Puis ensuite, on peut mettre ça ensemble, une intro, les 3 articles, une conclusion. Ouais. Puis ça peut faire la thèse de doctorat comme ça. Fait que là, est-ce que c'est une exoplanète par article ou c'est comme ou c'est que tu entres plus dans le détail puis plus approfondir la découverte dans chaque article? Ben, cet article-là, il était quand même grand aussi. J'avais commencé un peu l'analyse des données avant même que je commence le doctorat. Donc, ça fait quand même un petit bout qu'on étudie cette exoplanète-là. Donc, puis c'est un article qui est assez long parce que quand c'est vraiment annoncé une découverte, une nouvelle découverte comme ça, il faut vraiment aller dans tous les détails. Puis il faut vraiment, hors de tout doute, que ça peut pas être un faux positif, par exemple. Donc, il y a plein d'observations. Il y a comme une méthodologie qu'il faut vraiment suivre, qu'il faut respecter, qu'il faut vraiment tout présenter, toutes les observations. Mais déjà, on sait, c'est ça, les prochains articles que je vais travailler, ça va pas être nécessairement sur des nouvelles exoplanètes, mais peut-être plus certaines qui sont connues, qui sont très intéressantes, mais essayer d'aller plus en détail, étudier un peu plus comment ces objets-là se forment et Ouais. comment elles sont composées. OK, je comprends. Parce que là, c'est ça, vous, dans le fond, il y a l'air d'avoir, de ce que j'ai vu avec l'équipe de laquelle tu fais partie, quand j'ai si scrupuleusement trouvé ton adresse courriel en allant stalker sur le site de... Je suis comme allé... Je me rappelle plus comment j'ai fait exactement, mais je suis vraiment allé fouiller avec le site du lab de recherche, puis j'ai vu qu'il Ouais. y avait quoi une très grande communauté de chercheurs, puis de tout ça. Fait que j'étais curieux, tu sais, dans le fond, la communauté scientifique à l'Université de Montréal, ça ressemble à quoi? Parce que je sais que bon, il y a la Polytechnique qui est comme associée à l'Université de Montréal, puis ce côté ingénierie. Mais ça m'a comme étonné de voir que l'Université de Montréal, c'est ça, il y avait comme tout un volet scientifique derrière ça. C'est quoi un peu, ça touche quel domaine? Oui. Fait que si on se concentre vraiment sur le département de physique de l'Université de Montréal, il y a plusieurs branches en physique qui ont leur propre équipe de chercheurs avec les professeurs, avec leurs étudiants. Donc, il y en a qui sont plus spécialisés en physique des plasmas, d'autres sont plus physique, disons, de matière condensée, certains matériaux, physique des particules. Tu as aussi la biophysique. Il y en a qui travaillent dans les hôpitaux, mettons, pour que ce soit pour faire de l'imagerie, rayons X ou des trucs comme ça. Puis, tu as aussi le volet astrophysique. Et même dans le volet astrophysique ou astronomie astrophysique, t'en as qui sont spécialisés sur les galaxies, t'en as qui sont spécialisés sur les étoiles, et t'en as qui sont, comme notre groupe, qui sont spécialisés plus sur la recherche d'exoplanètes. Et là, c'est ça, il y a un institut de recherche sur les exoplanètes, ça fait, je pense, depuis 2015 que ça existe. Qu'au début, que c'était quelques professeurs, quelques étudiants. Puis aujourd'hui, on est rendu un grand groupe d'environ une trentaine d'étudiants, peut-être 10 professeurs. Donc, c'est quand même une grande expansion. Puis c'est ça, j'ai peut-être pas dit au début, tantôt quand j'ai dit que moi, je suis resté à l'Université de Montréal, mais ce groupe de recherche-là est quand même assez reconnu mondialement.
Donc, c'est pas non plus une mauvaise chose en quelque sorte parce que je suis assez chanceux que ce domaine-là en particulier, il y a un institut à Montréal qui est reconnu mondialement pour la recherche d'exoplanètes. Donc, il y a des professeurs de l'extérieur aussi du Québec qui viennent pour joindre cet institut-là, qui sont vraiment des spécialistes vraiment des exoplanètes. OK, on est chanceux. Ben ça, on est quand même chanceux au Québec d'avoir donc cette connaissance-là, puis ce background-là. Ça veut dire là, que les gens viennent pour ça. C'est le fun, là, c'est intéressant. Fait que là, OK, puis là, toi, mettons, une fois que tu vas avoir fini ton doctorat, juste par curiosité, puis si tu le sais pas, tu le sais pas, mais tu sais-tu un peu vers quoi tu veux t'enligner une fois que tu vas avoir terminé? C'est pas encore décidé nécessairement. Moi, j'ai tout le temps beaucoup aimé l'enseignement. D'être, disons, auxiliaire d'enseignement à l'université, j'ai fait plusieurs tâches. Donc, c'est sûr qu'il y a quelques années, si tu m'avais posé la question, j'aurais sans doute répondu à j'aimerais être enseignant en physique au cégep, probablement. Aujourd'hui, c'est pas encore certain. Peut-être que parce que ça demande une maîtrise. Là, moi, je fais un doctorat, donc c'est comme un diplôme de plus qui n'est pas nécessairement nécessaire pour ça. Ouais, donc, c'est les deux options pour moi, ce serait soit justement d'être enseignant au cégep ou soit de continuer dans le domaine académique, la recherche, sauf que ça demande... Après un doctorat, souvent, il faut que tu fasses même un post-doctorat et tout, donc il faut que tu continues souvent. Donc, c'est... À un moment donné, quand ça fait quand même plusieurs années que tu es à l'université aussi, à un moment donné, tu veux essayer de conclure, fait qu'il y a ça aussi. Là. Donc, il me reste environ 2 ans pour finir le doctorat, puis ensuite, je vais voir qu'est-ce que je vais faire par la suite. Bon, ben super, ben, en tout cas, ben, bon succès malgré ça pour la suite. Ouais, merci. Ouais, puis tu sais, t'as quand même déjà sous ta ceinture un assez bel accomplissement, je veux dire, que tu peux partager à des pairs dans la communauté ou hors de la communauté si jamais tu te cherches un emploi, fait que c'est déjà cool. Fait que là, Oui. ah ouais, vas-y, t'allais ça. Mais j'allais juste dire là-dessus, parce que ça me fait penser à ça, c'est que je me sens quand même privilégié puis chanceux parce que dans ce domaine-là, disons l'astronomie, l'astrophysique, souvent, c'est un domaine qui intéresse presque tout le monde, en quelque sorte. Ouais. Et donc, moi, je me sens chanceux parce que je fais de la science qui intéresse beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, sortir tes résultats, présenter tes résultats, puis de voir que ça intéresse beaucoup de gens, puis que les gens en parlent, c'est pas nécessairement tous les domaines scientifiques, vraiment, qui deviennent très spécifiques. Et c'est ça. Et en disant ça, c'est juste pour dire que je suis sûr qu'il y a des découvertes qui sont extraordinaires aussi dans d'autres domaines, mais peut-être qui fascinent un peu moins les gens, mais que ces gens-là aussi mériteraient aussi peut-être ce genre de spotlight. Et donc, moi, humblement, moi, je fais mon travail. Moi, ça me passionne personnellement, mais je me sens quand même privilégié, puis ça me fait plaisir justement de partager, puis de partager cette passion, puis de communiquer aussi ces résultats-là, sachant que ça intéresse beaucoup, beaucoup de gens. Ouais, c'est vraiment... C'est intéressant ce que tu mentionnes. Ça fait quelques épisodes qu'on en parle de ça, l'aspect de découverte des projets, mettons, les maîtrises et doctorats. C'est une des raisons, je le mentionne ça souvent, c'est pour ça que j'ai un peu démarré le podcast, c'est pour donner un petit peu de visibilité à ces projets-là qui peuvent tomber dans l'ombre, mais qui sont malgré ça très intéressants, puis très riches, puis qu'il y a quelque chose à l'en tirer. Tu sais, quelqu'un qui a travaillé, mettons, 2 ans dans le cas d'une maîtrise, ou peut-être 4 ans dans le cas d'un doctorat là-dessus, puis ça peut peut-être être rangé dans une tablette. Ou d'autres fois, ben, c'est référencé, tu sais comment c'est, ça peut être référencé dans un rapport, puis là, ça peut comme survivre comme ça, mais c'est ça, c'est le fun, ça capture l'imaginaire, puis c'est quelque chose, je pense que, autant complexe que c'est, peut-être que c'est quelque chose que la moyenne des gens, la moyenne des mortels comme moi est capable quand même de se wrap their heads around c'est quoi que ça, à quel point c'est important, puis à quel point c'est intéressant, tu sais. Fait que là, ben, gars, j'ai quelques fun facts que j'ai sortis de l'article de... Ben, c'était Radio-Canada, finalement. De l'article de Radio-Canada par rapport aux exoplanètes en général. Donc, je les remercie pour ces fun facts-là. Puis, je vais lier l'article dans le podcast. Donc, pas moins de 5071 exoplanètes ont été officiellement détectées dans plus de 3799 systèmes planétaires. Donc, mettons qu'ils rentrent dans les 5000... ce que tu as découvert, c'est quand même... Ça s'imbrique quand même dans quelque chose d'assez rare, là, on s'entend. Là. Il n'y en a pas 100 000. Là. Il y en a quand même juste à peu près 5 000 de confirmés. Oui, mais encore plus, c'est que... si on regarde, disons, l'astronomie, puis on prend un pas de recul, il y a 25 ans, un peu plus que 25 ans, on pensait qu'il y avait des exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour de d'autres étoiles, mais on n'en avait jamais trouvé une seule. Donc, les seules planètes qu'on connaissait, c'était les planètes du système solaire, en quelque sorte. Donc, ça, depuis le début de l'humanité, on connaît juste des planètes du système solaire. On imaginait que le Soleil, ça devait pas être la seule étoile
qu'il y avait aussi un système de planètes. Et c'est juste depuis 1995 environ. Il y en avait aussi un peu en 92, que c'était encore pas certain que c'était ça, mais disons 95, que la première exoplanète a été vraiment hors de tout doute découverte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en connaît de plus en plus. Donc, à chaque année, maintenant, on est rendu à 5000. Mais dans ce 5000-là, on en détecte souvent aussi que ça soit des planètes géantes gazeuses, des planètes qui sont plus faciles à détecter parce qu'elles sont plus massives, parce qu'elles sont plus grandes. Donc, on a un très, très grand catalogue de planètes géantes gazeuses, par exemple, qui ressemblent un peu à Jupiter, mais des planètes qui sont plus de type terrestre ou des planètes qui sont près de la zone habitable, on n'en connaît pas beaucoup. Et les planètes qu'on sait qu'on peut bien caractériser aussi à l'avenir, on en connaît moins que 10 environ, là, de ce genre de petites planètes dans la zone tempérée. Et donc, l'exoplanète que mon équipe et moi, on a découvert, ben, ça rentre à peu près dans ces 10-là. Wow. Oh my God, donc, OK. Fait que c'est encore pire, c'est c'est encore ça. plus... Exact. Donc, oui, c'est vrai qu'on en connaît beaucoup, mais on en connaît vraiment une poignée qu'on sait que ces exoplanètes-là, on va vouloir les étudier pour plusieurs raisons. Ça peut être pour justement la recherche de vie, pour essayer de trouver des planètes qui ressemblent justement à la Terre, peut-être des planètes habitables. Donc, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, on voudrait trouver une planète qui est identique à la Terre, puis là, ça serait facile. On dirait, regarde, on l'a trouvé, puis on va juste utiliser celle-là. Mais sont très difficiles à détecter. Et donc, on essaie de se rapprocher. Ça peut être une planète qui est un peu plus grande, un peu plus massive. Dans notre cas, c'est une planète qui avait possiblement de l'eau. Donc, on essaie de s'approcher tranquillement vers éventuellement trouver vraiment des planètes qui sont vraiment analogues à la Terre. Quand tu parles de... Fait que oui, tu as mentionné la zone habitable. C'est vraiment... De ce que je me rappelle, la zone habitable, c'est un genre de ratio, un genre de distance à partir du Soleil dans laquelle on considère que c'est des planètes qui pourraient potentiellement avoir la vie, qui ne sont pas juste, mettons, des planètes gazeuses ou des choses comme ça. C'est-tu bien ça, la zone habitable? Oui, fait que par définition, c'est ça. C'est une zone autour d'une étoile pour que les températures à la surface de la planète permettent à l'eau liquide de rester liquide en quelque sorte. Okay. C'est vraiment ça. Donc, nous, on connaît que la vie seulement sur Terre. On sait que l'eau est vraiment importante pour la vie. Donc, c'est sûr qu'on a un biais par rapport à l'eau, mais si on veut chercher la vie ailleurs, c'est sûr qu'on va essayer de chercher l'eau aussi. C'est comme la première étape, donc le plus simple. Donc, c'est ça, des planètes qui sont dans la zone habitable, si on sait qu'elles peuvent avoir de l'eau liquide à leur surface, et on sait que sur Terre, la vie a probablement commencé dans l'eau, donc ça devient des planètes potentiellement habitables. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que ces planètes-là peuvent être dans la zone habitable. Donc, on sait qu'elles ne reçoivent pas trop, disons, de radiation ou de lumière de leur étoile. Elles ne sont pas trop réchauffées. Mais il faut vraiment bien connaître aussi l'atmosphère de ces planètes-là parce que certaines planètes peuvent avoir, par exemple, un grand effet de serre et la température à la surface peut être beaucoup plus grande que qu'est-ce que nous, on peut penser. Et même juste en regardant dans notre système solaire, on regarde, mettons, Vénus. Mais Vénus, elle est techniquement vraiment à la frontière de la zone habitable, mais les conditions sur Vénus il ne pourrait pas vraiment avoir de vie là-dessus. Donc, c'est des températures extrêmement élevées. Puis, exactement. Donc, c'est pas juste... Oui, exactement. Donc, on cherche des planètes dans la zone habitable, mais c'est pas toutes les planètes dans la zone habitable qui sont potentiellement habitables. Il y a ça aussi qu'il faut garder en tête. Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est quand même... C'est ça, je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est ça. En plus, tu dis, on a à peu près une dizaine. Il n'y en a vraiment pas beaucoup déjà qu'on a trouvé. Puis, dans l'article de Radio-Canada, c'est drôle, ils mettent une photo d'un océan. Puis, tu sais, le nom de l'article, c'est « On a trouvé une planète avec l'océan ». Mais en réalité, ce que j'ai cru comprendre, c'est que, tu sais... clairement, on n'a pas envoyé un drone sur cette planète-là pour voir s'il y avait un océan parce que je l'ai pris en note, là, la planète est à 100 années-lumière approximativement. Ouais. Donc, je l'ai calculé à peu près, on parle d'à peu près de 900 millions de kilomètres. C'est tellement loin, tu sais, que ça... Puis là, une année-lumière, je pense, c'est que tu parcours pendant... Un année-lumière, c'est que tu parcours pendant 1 an à la vitesse de la lumière, donc à peu près 300 000 mètres secondes. C'est tout ça? Bon, c'est comme inatteignable. Là. Fait que là, comment est-ce qu'on sait qu'il y a de l'eau? Je pense que je connais un petit... J'ai lu l'article, je pense que je connais un petit peu la réponse, mais je peux te laisser le dire. Oui. Donc, comment on peut inférer que possiblement il y a de l'eau? C'est sûr que l'illustration que tu as vue, c'est une représentation artistique de peut-être qu'est-ce que ça pourrait ressembler à la surface. C'est sûr qu'on a essayé, avec des illustrations comme ça frappe un peu l'imaginaire. Les gens, ça les intéresse, ils vont cliquer sur l'article. Mais il faut quand même, faut faire attention. On reste dans notre étude scientifique, dans notre article scientifique, on reste conservateur sur
c'est quoi la composition possible de cette planète. On émet 3 hypothèses. Donc, une des hypothèses, c'est qu'effectivement, il devrait avoir une bonne fraction de la masse qui est de l'eau. On pense que c'est l'hypothèse la plus probable. Il va falloir d'autres observations, éventuellement aussi étudier l'atmosphère de cette planète-là pour vraiment vérifier si c'est vraiment de l'eau. Mais pour répondre à ta question, ce qu'on peut faire sur un objet qui est aussi loin, c'est vraiment récolter des propriétés physiques de base de cet objet-là. Son rayon, sa taille, c'est quoi sa masse. Quand on combine les deux, on a une idée de la densité de cet objet-là. Donc, on peut comparer ensuite la densité ou la masse volumique de la planète au total. Donc, tu prends la masse, tu divises par tout le volume de la planète, ça donne déjà une idée de la masse volumique. Puis ensuite, tu peux comparer ça avec la masse volumique ou la densité des roches ou les métaux, une masse volumique d'un gaz. Et là, ce qu'on trouve, c'est quelque chose qu'une masse volumique entre les gaz et les métaux et roches. Donc, c'est une densité de à peu près 5 grammes par centimètre cube. C'est des unités un peu bizarres en astronomie, là. On calcule la densité d'une planète en grammes par centimètre cube, c'est un peu bizarre, là. Mais bon, donc on a cette densité et donc on sait que la grande fraction de cette planète-là, il faut que ça soit des roches et métaux, mais ça peut pas expliquer le rayon qu'on observe. Ça prend quelque chose d'un peu plus léger que ça aussi. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est un noyau métallique, un peu comme la Terre, du fer essentiellement, suivi d'une couche de roche, de silicate en quelque sorte, et ensuite une enveloppe d'eau qui recouvre la surface. Puis il faut aussi comprendre que cet océan d'eau, c'est pas juste de l'eau liquide, ça peut être de l'eau liquide à la surface, mais plus tu t'en vas profondément, plus la pression augmente. À un moment donné, la pression peut tellement être énorme que ça devient essentiellement de la glace aussi. Ah donc, ouais, c'est profond dans l'océan, ça pourrait être de la glace. Oui, parce qu'il y a tellement une forte pression que là, tu condenses l'eau liquide à des pressions super élevées, que là, ça devient de la glace en quelque sorte. Et donc, ça devient à peu près ça la structure possiblement de cet objet-là. Mais aussitôt, si on obtient d'autres observations, puis là, on a une meilleure idée de la masse, puis qu'on voit que finalement, notre masse, elle est un peu imprécise en quelque sorte, mais là, ça peut changer l'image. Tout à coup, ça peut être quelque chose de plus rocheux, ou quelque chose qui a encore plus d'eau possiblement, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui a une atmosphère très, très, très léger qui aurait un peu gonflé artificiellement la taille de la planète. Donc, il y a comme plusieurs variables, un peu que aussitôt que tu changes une variable, ça peut un peu changer la conclusion. Donc, tu sais, moi, notre article, c'est comme une partie de la discussion à la fin, c'est de dire, avec ces observables, on pense que la composition de l'objet devrait être quelque chose comme ça, mais les conclusions principales de l'article, c'est simplement annoncer à la communauté qu'on a découvert cet objet qui est intéressant. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est intéressant, c'est ça ce que tu dis, parce que c'est sûr que, comme tu mentionnes, tu fais tout un tas d'hypothèses, puis c'est souvent l'ingénierie, la science, c'est souvent ça. C'est juste, I guess que puis en science aussi, après avoir fait tes hypothèses, on doit essayer de les confirmer le plus que possible. Mais là, le noyau, tu sais, mettons, comme tu dis, c'est un noyau, j'imagine que tu estimes un genre de noyau moyen, tu estimes une couche rocheuse moyenne, puis là, tu te dis, OK, ben, qu'est-ce qui manque? C'est peut-être de l'eau. Fait que là, c'est ça. Si ton noyau, finalement, il est beaucoup plus petit, ben là, c'est comme tu mentionnes, là, mettons, t'es dans le champ, puis ben là, finalement, c'est beaucoup plus léger au milieu, donc on compense peut-être avec quelque chose d'autre. Puis là, c'est peut-être plus pareil. Là. C'est ça un peu. Ouais, donc il y en a qui spécialisent vraiment à essayer de comprendre la structure des planètes aussi. Et dans notre étude, c'est ça, on a fait appel à des spécialistes, des collègues de l'Université de Toronto, qu'eux ont vraiment fait rouler leur modèle. C'est quand même des gros modèles, ça prend 2-3 jours sur leur ordinateur à rouler. Puis à la fin, c'est là qu'ils arrivent avec justement une prédiction qu'il faut que le noyau soit de tant de pourcentage de toute la masse. Le reste, après ça, de la roche. Ensuite, possiblement de l'eau. Mais eux utilisent vraiment des modèles théoriques. C'est des modèles qui prennent en considération une équation, on appelle ça l'équation d'état de ces matériaux-là, que ce soit comment le matériau va se comporter à telle température et à telle pression. Puis c'est vraiment un modèle qui part du noyau de la planète, puis ensuite qui s'en va jusqu'à la surface pour pouvoir expliquer les observables de base comme la masse et le rayon. OK. Fait que c'est tout. Je pensais pas. Fait qu'avec seulement comme entrée, mettons, la masse, le volume puis la distance approximative au Soleil, sont capables. Il y a des équations approximatives qui existent pour décrire ça, là. C'est les premières couches. Puis... Ouais, exactement. Puis ensuite, il y en a qui sont un peu plus, disons, avancés. Il y en a qui vont aussi inclure l'atmosphère dedans.
Nous, un des modèles, on regarde aussi l'atmosphère, mais puisque c'est une planète qui est assez, on va dire, assez froide, même si elle est un peu plus chaude que sur Terre, là, en quelque sorte. Mais ça reste quelque chose qui est tempéré. Donc, la température n'est pas super élevée, que même s'il y a une atmosphère, c'est pas une atmosphère qui est super gonflée. Parce que plus on réchauffe l'atmosphère, plus on réchauffe le gaz, plus il va prendre l'expansion. Donc, souvent, les planètes qui ont une forte irradiation vont être plus gonflées, mais c'est pas le cas ici. Donc, on peut faire l'approximation que l'atmosphère contribue pas beaucoup au rayon de la planète, en quelque sorte. Voulant dire qu'il n'y a pas tant d'effet de serre que ça, c'est ça que tu veux dire, ou... Ben, tu vois, c'est ça. Ça, c'est un bon point parce que s'il y a beaucoup d'effets de serre et si c'est une planète qui est riche en eau, effectivement, l'atmosphère là pourrait prendre de l'expansion puis ça pourrait un peu changer un peu les conclusions. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'aller étudier l'atmosphère, ce que nous, on n'a pas encore fait parce que ça prendrait essentiellement d'autres instruments puis on va pouvoir en parler peut-être plus tard. Là. OK, c'est bon. C'est peut-être plus la suite, c'est ça, du projet. OK. Puis là, mais il y a une question importante à laquelle on n'a pas répondu encore, qui est comment alors on peut approximer la taille de la planète qui est à 100 années-lumière. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que, puis là, on va parler peut-être il y a comme à peu près 3 instruments. C'est la première étape de ça, c'était d'observer avec, je pense que c'est le télescope spatial de la NASA, le TESS, Oui. Là, c'est ça, je te disais, j'ai pris en note les acronymes. Oui, Transitioning Exoplanet Survey Satellite, de regarder au loin une étoile, et de ce que j'ai cru comprendre, on voit qu'elle clignote à une certaine fréquence, et basé Oui. là-dessus, on sait qu'il y a une planète qui passe devant, ou quelque chose qui passe devant. Fait que là, à partir de là, vous pouvez approximer le volume, c'est ça? À partir de ça, on va pouvoir connaître le rayon, en quelque Le sorte. rayon. Puis là, je peux revenir un peu au début, puis renchérir sur ce que tu viens de dire. C'est exactement ça, en fait, le principe. C'est que cette méthode-là, c'est une méthode qui est super bonne pour détecter des planètes. Donc, tu regardes un grand échantillon d'étoiles dans le ciel, tu t'en regardes le plus possible. Puis, si tu es chanceux, tu vas peut-être voir quelque chose qui passe devant, en quelque sorte. Pourquoi je dis chanceux, c'est que c'est pas juste qu'il faut qu'une planète passe devant, la planète passe devant, mais il faut comprendre les alignements de ces systèmes-là sont aléatoires dans l'espace. Donc, c'est juste 1% des systèmes planétaires qui transitent, en quelque sorte. Qui transite. Donc, Tu veux dire qu'on voit passer, qu'on peut voir une planète passer exact. devant. Il faut que l'alignement soit parfait entre l'observateur sur Terre ou dans l'espace, la planète. En fait, c'est une éclipse en quelque sorte. Donc, l'observateur, la planète et l'étoile en arrière, et il faut que l'orbite soit alignée de sorte que la planète passe devant l'étoile. Mais 99% du temps, l'orientation est juste pas assez bon. Ouais, Et cette méthode-là, elle est insensible en quelque sorte. Donc, cette méthode-là, elle fonctionne pour 1% des systèmes planétaires. Donc, il faut que tu observes beaucoup d'étoiles pour en trouver. Mais si tu observes dans toutes les directions, puis tu observes beaucoup d'étoiles en même temps, éventuellement, tu vas en trouver beaucoup. Donc, c'est la méthode... Ouais, c'est ça. C'est la méthode la plus... Il y a beaucoup de planètes, c'est ça. La plupart de toutes les étoiles ont un système de planètes, mais ils vont pas tous transiter. Et aussi, c'est très efficace d'utiliser cette méthode-là de l'espace. Parce que on va prendre l'exemple juste le Soleil et la Terre. Donc, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours. Donc, si nous, on était dans un autre système, puis on voulait observer le transit de la Terre, disons qu'on était parfaitement alignés, mais cet événement-là va arriver juste une fois par année. Donc, si tu manques le transit, il faut que tu attendes 1 an pour l'observer à nouveau. Donc, on voit déjà que cette méthode-là, elle a un biais pour les petites périodes. Parce que plus la planète, elle est loin, plus son orbite, elle est grande, plus ça prend du temps à tourner autour de l'étoile. Et en quelque sorte, tu as un biais pour eux qui sont les planètes qui sont très près puis qui tournent rapidement autour de l'étoile. Donc, l'exoplanète que nous, on a découverte, ben, sa période, c'est 11 jours. Ça veut dire que cette planète-là transite à tous les 11 jours. Mais puisque l'étoile au centre, elle est beaucoup moins massive que le Soleil, c'est pour ça que la température, elle est quand même tempérée en quelque sorte, parce que c'est une plus petite étoile qui émet moins de lumière, qui réchauffe moins cette planète-là. Donc, OK. même ça si elle est... au final. Là. Exactement, elle est plus proche, mais son étoile est moins lumineuse, donc elle est quand même tempérée de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est la méthode du transit. C'est une méthode qui est, j'allais dire, qui est très efficace de l'espace, parce que
on observe souvent des transits au sol pour découvrir des nouvelles exoplanètes, mais si le transit arrive pendant que c'est le jour, mais tu le manques. Ouais. OK, ouais, parce que le jour, on va pas. Ouais. Exact. Donc, de l'espace, c'est tout le temps, disons, tout le temps la nuit, en quelque sorte. Il faut juste pas que tu pointes en direction du soleil, là, mais si tu pointes dans les autres directions, t'es correct. Et donc, ce satellite-là, TESS, de la NASA, lui, il regarde, à tous les 27 jours, il regarde une tranche du ciel. Après ça, il change d'orientation, il se tourne tous les 27 jours. Il récolte la lumière. On appelle ça des courbes de lumière. Et il regarde la brillance des étoiles dans le temps. Puis parfois, il va voir un transit arriver. Et TESS, c'est pas, disons, le meilleur instrument pour ensuite bien caractériser ces exoplanètes-là. C'est un excellent instrument pour nous pointer, pour nous dire, ces étoiles-là ont sûrement des planètes. Donc maintenant, ensuite, on prend d'autres instruments pour mieux les analyser en quelque sorte. Mais donc, t'as dit... Oh, ouais, vas-y. OK, Non, c'est je bon, me demandais, tu dis, il va, dans le fond, il se tourne une fois aux 27 jours. Ça veut dire que s'il y a une planète qui tourne, mettons, qui fait une rotation aux 30 jours, aux 50 jours, ben ça se peut qu'on la voit jamais avec ça, dans le fond. Exactement, on la manque. Donc, ça. C'est comme un compromis. On veut faire un échantillon de tout le ciel pour trouver les planètes qui transitent les plus proches du Soleil. Donc, les étoiles qui sont les plus proches, les étoiles qui sont les plus brillantes du Soleil et près du Soleil. Mais le compromis, c'est qu'on veut pas non plus que ce relevé-là prenne 20 ans, en quelque sorte. Ouais, on veut les trouver tout de suite, les planètes, puis on veut les étudier tout de suite. Donc, oui, TESS pourrait pointer pendant 20 ans, puis trouver des planètes qui sont sur des orbites plus grandes, mais on perdrait du temps, en quelque sorte. Ouais. OK, puis là, puis il arrive quoi quand... puis je m'excuse, je suis encore dans j'avais comme une autre question. Qu'est-ce qui arrive quand la planète est... Genre, mettons, une demi-éclipse. Mettons que la planète est alignée entre le Soleil et l'observateur, mais juste à moitié. Est-ce qu'on est capable d'identifier ces cas-là? Ou tu sais, parce que je sais que ce qui change, c'est juste la luminosité du Soleil va changer un peu. Fait que peut-être qu'on ne sait pas, dans le fond, si la planète est parfaitement alignée. Donc, peut-être qu'on ne sait pas bien analyser son rayon. Ouais, donc un des paramètres pour nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ajustement de courbe sur la courbe de lumière avec le transit. Un des paramètres, c'est l'inclinaison du système, en quelque sorte. Donc, ça prend des systèmes qui sont presque parfaitement alignés, mais c'est jamais vrai que c'est exactement aligné. Il y a tout le temps un petit angle quand même. Et ce qu'on fait, c'est que dans les modèles, quand tu changes l'inclinaison, ce que ça va changer, en fait, c'est la durée du transit. Donc, si tu as une planète qui fait juste un peu frôler l'étoile, en quelque sorte, fait juste frôler le disque de l'étoile, mais le transit va être moins long que s'il passe vraiment au milieu puis qu'il traverse tout le disque de l'étoile. Là, le transit va être plus long. Donc, un des paramètres du modèle, c'est l'inclinaison. Puis ça, normalement, on peut assez bien mesurer l'inclinaison parce que le transit va être plus ou moins long, en quelque sorte. Ça s'identifie, puis ça se mesure, puis c'est un truc que vous prenez en compte. Fait que c'est le fun. Ça veut dire que vous manquez pas de trop de planètes à cause de ce facteur-là. C'est ça. Exactement, ouais. OK. Fait que là, c'est intéressant ce que tu as mentionné juste avant, je reviens à ce que tu disais. Tu disais le test, il est intéressant pour juste nous pointer dans la bonne direction aussi qu'il faudrait qu'on regarde plus en profondeur. Puis ce que j'ai cru comprendre dans l'article de Radio-Canada, c'est ça. Il y avait à peu près trois instruments, comme j'ai mentionné. Fait qu'à chaque fois, on vient comme se raffiner un peu la résolution, mais être un peu plus étroit dans peut-être notre champ de vision et dans le fond, tout le scope de notre regard, là, on pourrait dire. Fait que là, tu jettes un gros regard avec le test, puis après, tu te raffines avec, je pense, l'observatoire du Mont Mégantic, donc avec la caméra Pesto, c'est ça que j'avais noté. Là, peut-être que tu vas avoir la traduction en français. Là. Moi, j'avais juste le nom de l'acronyme en anglais. Là. Extrasolar Planets in Transit and Occultation. Oui, ben PESO, c'est un acronyme en français normalement. Là. C'est Planète en transit et occultation. OK. Mais c'est ça, peut-être cet article-là, ils l'ont vraiment traduit tel quel. Mais c'est ça, c'est une caméra en fait qui est installée à l'Observatoire du Mont Mégantic. C'est une caméra qui a été optimisée pour observer des transits d'exoplanètes, justement. Donc, l'instrument est fait pour ça, puis tu avais parfaitement raison de dire que là, avec ce genre d'instrument-là, c'est pas un super grand champ de vue. On se concentre vraiment sur l'étoile, puis on l'observe. C'est un instrument qui peut avoir une cadence assez élevée. Donc, on peut prendre des images, par exemple, à toutes les secondes. On peut prendre une image à toutes les 30 secondes. Ici, c'est à toutes les 30 secondes. On récolte l'information de la brillance de l'étoile. Et là, on obtient une courbe de lumière, une courbe de transit qui est de meilleure qualité que TESS, par exemple.
Mais TESS, qu'est-ce qui peut être utile, puis on le fait aussi dans notre étude, c'est que puisque TESS observe en continu, on peut récolter beaucoup de transits, puis comme tu le sais, quand tu combines beaucoup d'observations ensemble, même si tes données individuellement étaient moins belles, mais en les combinant ensemble, tu viens comme booster le signal en quelque sorte. Donc, on a fait un peu les deux. TESS, au début, il a récolté quelques transits, assez pour dire, OK, cette étoile-là a possiblement une exoplanète. Là, nous, on se lance dessus. On confirme ça vient de quelle étoile. Mais TESS, pendant ce temps-là, il a continué à observer cette région du ciel-là parce que en fait, c'est une région du ciel que TESS a passé souvent. C'est pas toutes les régions du ciel que TESS va observer souvent, mais là, il a pu combiner beaucoup de transits, puis à la fin, on a obtenu 30 transits, en quelque sorte. Une trentaine de transits qu'on a pu transits combiner. de l'exoplanète, dans le fond, là, 30 fois. Exact. Exact. Et donc, si sa période, c'est 11 jours, déjà 30, tu vois, ça l'a suivi pendant plus qu'un an. Là. Mm-hmm. Parce que c'était pas tout le temps... Des fois, il y a eu des moments que ça l'a pas observé aussi. Donc, on a fait un peu un travail des deux. Puis Pesto, c'est ça. Pesto, la caméra à l'Observatoire du Mont Mégantic, ça a été super important parce que dans ce cas particulier, c'est un système binaire, en fait. C'est deux étoiles qui tournent en quelque sorte autour de l'autre. Et il fallait vraiment distinguer le transit arrivait de quelle étoile. C'est quelle étoile que la planète passait devant. Et ça, TESS n'avait pas la résolution pour déterminer ça. Donc, ça prenait une caméra au sol qui a une meilleure résolution angulaire, qui a une meilleure précision. L'observatoire du Mont Mégantic, le miroir, c'est 1,6 mètres, alors que sur TESS, la caméra, c'est une ouverture de 10 centimètres. Oh my God, donc, c'est pas le même genre de télescope, en quelque sorte. Fait que puis là, c'est ça, je voulais te demander, les deux, c'est des télescopes ou c'est-tu des caméras infrarouges, les deux, ou c'est quelle sorte de caméra? C'est-tu juste dans le domaine visible? Ou? C'est dans le domaine visible, les deux. Pour TESS et pour Pesto. OK. Donc, c'est ça. Donc, en astronomie, souvent, il y a comme des filtres qui sont assez communs. Fait que pour Pesto, on a utilisé un filtre qui est super commun, qui est comme à la fin, qui est un peu plus dans le rouge, mais on est encore dans le visible. Parce qu'aussitôt que tu tombes dans l'infrarouge, puis on va en parler avec Spirou, là, j'imagine qu'il s'en vient. Aussitôt que tu tombes dans l'infrarouge, faut que tu changes un peu la technologie. C'est plus les mêmes détecteurs. Là. Ça devient un peu plus complexe. C'est plus compliqué. OK. Ouais. C'est ça, parce que là, puis je savais pas... OK, oui, on va embarquer là-dessus prochainement, mais j'ai juste précisé, j'ai jamais pensé à ça, que les systèmes binaires, la planète tournait quand même autour d'un seul soleil. Là. Je me disais tout le temps que tu avais les deux soleils dans le milieu du système binaire, puis là, après ça, les planètes tournent autour, mais dans le fond, c'est pas ça. Là. C'est parce que c'est tellement gros qu'ils ont quand même chacun leur planète. Ouais, mais en fait, on a détecté les deux possibilités. Il existe des systèmes de planètes, je pense, ça s'appelle circumbinaire. C'est ce que tu viens de dire. C'est deux étoiles qui sont très, très près l'une de l'autre, qui sont au centre, avec une planète qui tourne vraiment autour des deux, à une très, très grande distance. Mais là, ce système binaire en particulier-là, les deux étoiles sont assez séparées quand même, en quelque sorte. Là. C'est comme si tu avais le Soleil, puis tu avais l'autre étoile, elle était un peu à l'extérieur du système solaire. Donc, elle est plus loin que, disons, l'orbite de Pluton. Encore plus loin que ça. Donc, elle est quand même assez loin pour qu'il y ait quand même des planètes sur chacune des étoiles, en quelque sorte. Puis en fait, au cégep, j'avais fait un cours d'astrophysique. Je suis sûr que je l'ai appris dans mon cours d'astrophysique, mais j'ai vraiment oublié ça. En tout cas. Fait que là, parfait. Ben, là, le Spirou qu'on a mentionné, j'ai pris en note le nom, l'acronyme. Donc là, si je récapitule où qu'on est rendu pour les auditeurs, donc on a commencé avec le test. Le test, c'est dans l'espace, puis il prend des photos avec un très gros champ de vision. Puis là, il a trouvé un genre de spike de luminosité. La luminosité s'affaiblissait. Donc après ça, vous avez pris ça, vous avez pris les données qu'on avait prises, vous avez raffiné un peu la recherche spécifiquement sur le système que vous aviez identifié avec le Pesto au Mont Mégantic. Puis ça, c'est cool d'ailleurs, avoir un gros télescope comme ça sur un sol québécois. Là, c'est quand même intéressant de savoir que ça existe. Là. Je savais pas qu'on avait ça. C'est quand même un gros télescope je pense que c'est dans le nord-est nord-américain. Il n'y en a pas beaucoup de télescopes de cette taille. Donc, on peut quand même faire la très bonne science là, à Mégantic. Puis en plus, c'est super formateur pour les étudiants de pouvoir aller justement observer puis faire vraiment le travail d'astronome, d'aller observer. Il y a des étudiants de McGill, de Québec aussi, de Laval aussi qui se rendent là. Donc, c'est un peu à mi-chemin entre les deux, de Sherbrooke aussi. Sherbrooke, c'est plus proche. Puis, ça permet justement,
c'est aussi un endroit où beaucoup d'instruments ont été développés. Donc là, je pense qu'on va parler de Spirou. Ben, Spirou, en quelque sorte, il y a eu beaucoup de tests pour fabriquer Spirou qui ont été faits à Mégantic avant de l'envoyer ailleurs, où on va en discuter. Mais peut-être juste avant qu'on passe à Spirou, parce que là, on va parler d'une autre méthode pour analyser les exoplanètes. La raison pourquoi on peut connaître le rayon d'une exoplanète avec la méthode du transit, c'est que quand la planète passe devant l'étoile, plus la planète elle est grande, plus elle va bloquer une plus grande fraction de la lumière de l'étoile. Donc, c'est comme ça qu'on peut connaître. Donc, c'est vraiment juste un rapport de surface, en quelque sorte. Tu as le rayon de l'étoile, qu'en général, on connaît le rayon de l'étoile. Ensuite, la baisse de brillance. Tu peux mesurer cette baisse de brillance-là, puis le rapport des surfaces entre la surface de la planète qui passe devant le disque de l'étoile, ça va être justement cette baisse de brillance-là, en quelque sorte. Okay. Donc, plus la planète est grande, plus cette profondeur du transit-là va être grande. Et à l'inverse, plus elle est petite, donc si c'est un petit transit, une petite planète, bon, tu vas à peine mesurer une baisse de brillance. Il va être plus difficile à capter. Là. Ça veut dire ouais, exactement. Okay. Ça veut dire qu'en général, on doit capter plus de transits qui sont lents ou des grosses planètes. Oui, exactement. Ça a un biais pour ça. Ça a un biais pour les grandes planètes parce que le signal est plus grand. OK. Puis là, c'est ça. Tu as parlé tantôt de masse aussi. Est-ce que la masse, ça va être avec le Spirou qu'on va pouvoir le déterminer ou vous avez une... Oui. OK. Bon, ben, c'est peut-être le bon moment. Là. C'est Spirou, bon. Mais c'est ça. Fait que le nom d'où vient Spirou, je vais dire le nom complet, là, spectropolarimètre infrarouge. Puis on est vraiment allé choisir des lettres là-dedans au hasard pour faire Spirou. Fait que c'est un beau petit acronyme. Ouais, ben c'est mon collègue à l'Université de Montréal aussi, Spirou, je pense que c'est un personnage de bande dessinée aussi. Ah oui, donc, c'est peut-être un peu plus vieux là, avant nous, mais ouais, lui, je pense que c'était peut-être un fan de Spirou des bandes dessinées, puis donc ça vient de là. Il a pris Spirou, le nom Spirou, puis après ça, il a pris les lettres justement pour SP, pour spectropolarimètre, puis IRU pour infrarouge, en quelque sorte. C'est bon, oui, OK, fait que c'est ça. Des fois, effectivement, il y a des acronymes. Mais ça, c'est correct parce que le nom est quand même compliqué, mais tu sais, des fois, le monde, il trouve un acronyme avant de... Oui, ouais. C'est quoi le veut dire. Fait qu'en tout cas, c'est correct. En plus, tu le connais, fait que je vais pas trop... c'est ça, c'est bien correct. Je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais... Fait que, ouais, fait que comment ça fonctionne, ça, le Spirou? J'ai vu que c'était à Hawaï, au Centre de recherche Canada, États-Unis, Hawaï. Canada-France, Hawaï. France, Hawaï. Fait que comment ça fonctionne? Ça, c'est un autre télescope, mais que lui, il est infrarouge, dans le fond. Ouais, c'est un télescope qui est plus grand, donc 3,6 mètres. Donc, à l'Observatoire du Mont-Mégantic, on était à 1,6. Là, on est à 3,6. Et l'emplacement est beaucoup mieux aussi, parce qu'à Mont-Mégantic, on n'a pas une super haute altitude. Il y a beaucoup, disons, de nuages, d'humidité. Mais là, au sommet du Mauna Kea, Hawaï, t'es super en altitude, t'es comme au-dessus des nuages. Donc, t'as une météo qui est presque tout le temps belle. Puis aussi, le plus que t'es haut en altitude, souvent, quand tu observes du sol, ce qui est pas bon, c'est l'atmosphère, en quelque sorte, qui va absorber une partie de la lumière, les rayons lumineux sont moins concentrés, ils dévient un peu plus. Donc, moins t'as, disons, d'altitude au-dessus de toi, moins t'as d'atmosphère au-dessus de toi, mieux la qualité des images va être meilleure. Et donc, le télescope, c'est le télescope Canada-France-Hawaï. Donc, c'est comme un consortium entre États-Unis, France, Canada. Mais c'est un télescope normal. Donc, un télescope, c'est pas, disons, dans le visible ou l'infrarouge. C'est juste un télescope avec un miroir. Ce qui devient, disons, plus spécifique pour le domaine de longueur d'onde, c'est l'instrument en tant que tel. Donc, le télescope, c'est juste un gros miroir. Puis, au foyer du télescope, tu peux brancher des instruments à cet endroit-là où tu peux mettre des fibres optiques pour récolter la lumière puis envoyer cette lumière-là dans un instrument. Et là, Spirou, ce qui est différent, c'est que c'est pas une caméra. Pesto et Test, c'était des caméras. Donc, on récoltait des images, puis à partir de ces images-là, on peut analyser la quantité de lumière sur l'étoile. Là, c'est un spectrographe. Donc, dans le nom, c'était spectropolarimètre infrarouge. On va décortiquer ça. Donc, spectro, c'est pour spectrographe. Donc, on récolte la lumière, on la disperse comme avec un prisme. Là, on crée en quelque sorte un arc-en-ciel avec cette lumière-là. Et là, on va analyser la quantité de lumière dans chaque longueur d'onde. Ça, c'est pour le spectrographe. OK. Ouais, on sépare la lumière, c'est ça, dans toutes les longueurs d'onde différentes. Puis là... Exactement. Bon. Puis, on peut repasser après pour la partie polarimètre, qui a été un peu moins importante dans
dans notre analyse parce que c'est vraiment avec le spectrographe qu'on peut mesurer la masse des exoplanètes. Et c'est avec une autre méthode. Donc là, ça n'a plus rapport avec le transit. C'est une méthode qui est un peu plus compliquée. Donc, en général, dans nos vulgarisations scientifiques, pas qu'on évite, mais on rentre un peu plus dans les détails. Puis là, moi, ça me fait plaisir de l'expliquer du mieux que je peux. Mais dans une petite entrevue radio de 5 minutes, des fois, ça vaut pas la peine de prendre 5 minutes pour expliquer ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode de vitesse radiale, en quelque sorte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, ce qui va nous intéresser, c'est de mesurer vraiment le déplacement de l'étoile par rapport à nous. Donc, est-ce que l'étoile se rapproche ou est-ce que l'étoile s'éloigne de nous? Puis, qu'est-ce qu'on va utiliser comme phénomène physique pour mesurer ça? C'est l'effet Doppler, en quelque sorte. Donc, l'effet Doppler, c'est que lorsque une source soit l'observateur ou la source se déplace un par rapport à l'autre, quand la source, elle émet une onde, si elle se déplace, si elle se rapproche ou si elle s'éloigne, l'observateur va mesurer une longueur d'onde qui est différente par rapport au déplacement de l'autre. Donc, si l'objet se rapproche, l'observateur va observer une longueur d'onde qui est plus courte, ou si elle s'éloigne, l'observateur va observer une longueur d'onde qui est plus grande. Donc, souvent, on fait avec le son, là, c'est la meilleure analogie. Quand tu as une ambulance qui se rapproche, puis tu peux entendre le son qui est plus aigu, puis après ça, le son tombe puis devient plus grave. Mais là, on va appliquer exactement le même phénomène, mais avec la lumière, parce que la lumière aussi, c'est une onde. Donc, en analysant le spectre de l'étoile, toutes les étoiles ont des raies d'absorption, en quelque sorte. C'est vraiment la couche, l'atmosphère de l'étoile, la couche qui est le plus en superficie, a des molécules, ça peut être des atomes ou certaines molécules. Ces molécules-là vont absorber une partie de la lumière. Mais lorsque l'étoile se rapproche ou s'éloigne, la position de ces raies d'absorption va soit être décalée vers le rouge ou soit être décalée vers le bleu par rapport à ce qu'on connaît en laboratoire, par exemple. On sait qu'en laboratoire, quand rien bouge, la position de ces raies-là est à tant de, disons, nanomètres là, en longueur d'onde. Mais là, si c'est décalé vers le rouge ou décalé vers le bleu, on connaît le déplacement de l'étoile. Là, fait que l'étoile... OK, mais question niaiseuse, excuse-moi de t'interrompre. Ouais. C'est une très belle explication. Jusqu'à maintenant, je savais pas, mais... Donc, l'étoile, je sais que l'univers se déplace, mais là, fait qu'on utilise ce fait-là, l'étoile, elle bouge par rapport à nous. C'est pas... c'est ça, c'est à cause que l'univers prend toujours de l'expansion, probablement, ou c'est-tu relié à ça? Comment? Ouais, en fait, c'est pas relié à ça, parce que cet effet-là d'expansion, on peut le mesurer, mais l'effet est beaucoup plus petit. Parce que là, quand on parlait que c'est une étoile à 100 années-lumière, c'est à l'intérieur de la galaxie, c'est comme une distance astronomique qui est vraiment petite. Pour commencer à mesurer des effets, ce qu'on appelle, c'est ça, le décalage vers le rouge, disons, gravitationnel, il faut vraiment aller à l'extérieur, regarder des galaxies qui sont très éloignées. Là, effectivement, l'expansion de l'univers va aller élargir les longueurs d'onde parce qu'il y a eu une expansion. Mais quand on est proche comme ça, c'est pas ça. C'est, en fait... On le mesure pas assez. On le mesure pas assez. Ce qui va faire que chaque étoile va avoir sa propre vitesse radiale. Vitesse radiale, c'est juste pour dire c'est la vitesse dans la ligne de visée, là, soit qu'on se rapproche, soit qu'on s'éloigne. C'est simplement que les étoiles sont en mouvement un peu aléatoire, puis les étoiles se déplacent dans la galaxie et il va y avoir des vitesses un peu aléatoires l'une de l'autre. Fait que c'est nous, on est dans la galaxie du Milky Way en anglais. En français, c'est quoi déjà? Voie lactée. Voie lactée, merci, OK. Oui. Voie lactée, fait qu'on peut imaginer, on voit la spirale bouger, fait que là, c'est ça que tu dis, c'est qu'on peut imaginer que les étoiles bougent une par rapport à l'autre, presque en tout temps. Oui. OK, merci. Fait que là, je comprends ça. Fait que là, ce que tu mentionnais, c'est ça, c'est qu'on est capable d'analyser, bon, si ça se rapproche ou si ça s'éloigne, puis à quelle vitesse de nous. Fait que là, basé là-dessus, OK, puis le basé là-dessus, c'est quoi qui va t'amener à... Je te laisse continuer. Exact. Oui, donc là, on mesure la vitesse de l'étoile, mais ce qu'on sait, c'est que s'il y a une planète autour de cette étoile-là, oui, la planète tourne autour de l'étoile, mais la réalité, c'est que l'étoile aussi tourne autour du centre de masse du système. Okay? Donc, nous, on dit tout le temps que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. La réalité, la Terre tourne autour du centre de masse du système solaire. Et l'étoile, le Soleil tourne aussi, en quelque sorte, autour de ce centre de masse, entre les deux. Il est très proche, probablement, du centre de masse. Le Soleil est tellement proche du centre de masse de notre système solaire que sûrement que c'est très peu, là, j'imagine. Exactement. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, la Terre tourne autour du Soleil, tout simplement. Mais
quand l'étoile est en orbite autour du centre de masse, même si l'étoile se déplace pas beaucoup, on peut mesurer cette orbite-là en vitesse radiale. Ce qu'on va mesurer, en fait, c'est que on va enlever la composante qu'on appelle systémique, le mouvement dans la galaxie. Okay? Donc, on sait que l'étoile se déplace dans la galaxie, c'est correct. Mais ce qu'on va mesurer, c'est que pour mon exoplanète, par exemple, à tous les 11 jours, ben, il va y avoir une oscillation. L'étoile va parfois un peu se rapprocher, parfois un peu s'éloigner, puis il va avoir cette valse, okay, qui est de... C'est pas beaucoup, là. C'est 3 mètres par seconde et demi. Et boy, c'est ça qu'il faut mesurer. Donc, 3 mètres par seconde, on mesure avec une précision de 3,5 mètres par seconde que l'étoile, elle se rapproche un petit peu à 3 mètres par seconde, après ça, elle s'éloigne de 3,5 mètres. Elle fait ce mouvement-là. Et ce mouvement-là est directement lié à la masse de la planète. Parce que si la planète était beaucoup plus massive, ben, ce serait pas de 3 mètres par seconde, le mouvement. Ce serait peut-être 10 mètres par seconde. Ce serait peut-être 50 mètres par seconde. C'est ça, et tout donc, ça, c'est pour nous amener à la masse. Excuse, ouais, vas-y. Qu'est-ce que t'as Oui, non. Ben alors, tu peux continuer. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'on mesure la masse. Et c'est la masse, c'est ça, excuse-moi. Fait que c'est ça. Fait que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc les 2 premières étapes avec le test, puis je récapitule encore, le test puis le pesto, c'était pour nous amener un peu une connaissance du volume. Et puis ensuite, là, on comprend un peu plus comment trouver la masse. Fait que là, avec ces 2 informations-là, comme tu as mentionné au début, on peut trouver la densité. On divise juste, mettons, la masse sur le volume. Fait que là, on connaît la densité. Puis avec la densité, c'est ça qui peut nous donner un peu des indications sur le fonctionnement de la planète avec les modèles que tu as décrits tantôt. Fait que là, on commence. Je suis content, on commence vraiment. On a comme fait un peu le récapitulatif de l'entièreté un peu du processus, là, ce qui est vraiment intéressant. Ouais. On parlait un peu de Spirou, c'est ça. Ouais. Spirou, c'est un... J'avais dit, on a parlé c'est un spectrographe. Donc, on disperse la lumière en longueur d'onde. On trace la position des raies d'absorption de l'étoile. Ces raies d'absorption-là se déplacent vers le rouge, ensuite vers le bleu. Il y a comme une valse. À partir de ça, on peut inférer la masse de l'objet qui a causé ce déplacement radial. Mais là aussi, c'est que c'est un spectrographe infrarouge. Okay? Ouais. Et la raison pourquoi c'est infrarouge ici, c'est aussi que puisque c'est une petite étoile qui est plus froide, elle émet la majorité de sa lumière dans l'infrarouge. Donc, il y a comme un gain à aller observer en infrarouge. Okay. Donc, c'est des instruments qui sont vraiment faits, qui sont conçus pour observer ce genre d'étoile-là. Donc, quand je parlais que c'est un signal de 3 mètres par seconde, c'est tellement petit que tu veux avoir le maximum de flux, en fait, le maximum de lumière là, qui rentre. Donc, tu as intérêt justement à observer aux longueurs d'onde où l'étoile émet le maximum de sa luminosité. Pour ça, pour avoir un maximum de précision. Donc, ça pourrait être peut-être ça un peu pour conclure le set. Puis la partie, je pensais que tu allais enchaîner si tu savais. Polarimétrie. Ouais, c'est quoi? C'est relié à ça, la polarimétrie? Ouais, donc la polarimétrie, ça, c'est juste un autre volet pour Spirou. C'est pour étudier en fait les étoiles qui sont très actives. Dans notre cas, c'est pas une étoile qui est active. Puis quand on dit étoile active, c'est qu'on parle du champ magnétique de ces étoiles-là. Donc toutes les étoiles tournent sur elles-mêmes. Puis quand une étoile, c'est fait de plasma en quelque sorte, c'est du gaz ionisé. Donc t'as des ions positifs, t'as des électrons, tout ça, ça tourne à une grande vitesse comme ça, et ça crée un très très fort champ magnétique sur ces étoiles, comme aussi le Soleil a un fort champ magnétique. Et il y a des effets magnétiques qui vont polariser en fait la lumière en quelque sorte. Ça prend un polarimètre pour mesurer ça. Okay. Puis la polarisation de la lumière, là on rentre un peu dans les détails, là, mais la lumière, c'est une onde électromagnétique, c'est une oscillation de champ électrique et magnétique. Puis juste l'angle entre le champ électrique et magnétique, c'est ça qu'on parle de polarisation. Et donc, le volet polarimétrique de Spirou, c'est pour mesurer le champ magnétique de l'étoile. Okay. Et dans ce cas-là, ici, on n'en avait pas vraiment besoin parce que c'était pas une étoile qui était active. On a essayé d'observer si elle avait vraiment un champ magnétique fort, mais c'était pas le cas. On n'a pas mesuré un fort champ magnétique. Mais parfois, ça peut être utile parce que tu peux trouver en fait à quel point l'étoile tourne sur elle-même. Ça peut être des informations qui peuvent être utiles là, parfois. Là. OK, je comprends. OK, fait que c'est plus annexe à notre sujet principal. C'est pour ça que... OK. Puis là, dans le fond, c'est ça. Où je voulais m'en aller ensuite avec ça, c'est que tu as mentionné... on a mentionné à peu près... on est à 100 années-lumière, donc à peu près 900 millions de kilomètres. Tu as dit, on va chercher un signal d'à peu près 3 mètres, 3 mètres par seconde d'oscillation. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée des tolérances, pas tolérances, mais incertitudes par rapport à ça? C'est quoi l'erreur là-dessus? Tu sais, à peu près, mettons qu'on dit qu'elle est à 100 années-lumière. Est-ce que tu as une idée
c'est plus ou moins combien d'années-lumière que vous estimez? Parce que c'est tellement loin que je peux pas croire qu'on est prêt à 1 mètre près. Là. Je peux juste pas croire ça. Mais Ouais. Donc, quand je parlais de vitesse radiale, ça, c'est une vitesse relative de l'étoile par rapport à nous. Donc, ça, c'est indépendant de la distance. Donc, l'étoile peut être à 1000 années-lumière, elle peut quand même varier de 3 mètres par seconde parce qu'elle a une planète autour. Donc, ça, c'est indépendamment de la distance. Mais là, si on parle, tu sais, la distance, nous, on n'a pas fait une mesure de la distance de cette étoile-là. Il y a d'autres instruments qui font ça. Il y a une mission aussi dans l'espace qui s'appelle Gaia. Là, c'est comme un autre instrument que là, cet instrument-là va vraiment mesurer la distance et la position des étoiles, mais avec une précision. Là, il y avait des exemples là, pour te donner les exemples typiques là, de mesurer l'épaisseur d'un cheveu à tant de telle distance, là, des affaires comme ça. Là. Mm-hmm. Donc, Gaia, il est vraiment, vraiment bon pour mesurer la distance. Puis nous, on dit que c'est 100 années-lumière, mais on le connaît genre vraiment, vraiment bien. Là. En fait, c'est genre 97, avec plein de chiffres, plus ou moins 0.00, puis quelques chiffres après. Okay. Donc, on connaît extrêmement bien la distance de l'étoile. OK, fait que c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Ouais. OK, ben tu vois, OK, ça m'étonne. Je pensais pas qu'on connaissait avec une autant bonne précision. Là, des fois, en ingénierie, c'est un problème avec lequel je fais face quasiment tous les jours. Là, l'incertitude de fabrication d'une pièce. Là, on essaie d'avoir, mettons, dans les mettons plus ou moins 10 millièmes de pouce pour une pièce qui est coupée, mettons, à 2 pouces. Puis souvent, des fois, c'est difficile à obtenir, dépendamment. Mais là, le ratio, si je fais juste le ratio entre l'erreur, juste l'erreur relative, là, le ratio entre l'incertitude puis la cote totale avec le ratio que là, tu me parles pour la distance en années-lumière, c'est tellement, tellement plus précis. Là, c'est fou. Oui, ben c'est très précis, mais c'est sûr que si on parle de fraction d'années-lumière, puis là, tu convertis ça en kilomètres ou en mètres, ça reste quand même un... Ouais, ça reste long. Ça va peut-être être 100... je pourrais le calculer, là, c'est pas compliqué, mais on connaît pas la position de l'étoile à des mètres près ou à des kilomètres près. Là. Ça reste un très, très grand nombre, mais c'est une fraction d'années-lumière. Et par rapport à 97 années-lumière, mais on le sait très bien, là, la position. Là. OK, on sait quand même. OK. Puis là, ensuite de ça, juste pour comprendre un peu l'origine de ça, de trouver une exoplanète. Tu sais, toi, je sais que t'as mentionné au début que c'était ton doctorat. Est-ce que, tu sais, c'est où que ça débute, ça? Toi, c'est où que t'as commencé avec ça? Tu t'es juste assis en avant l'œil dans le je sais que c'est pas ça, là, mais l'œil dans le télescope, puis t'as attendu de voir un clignotement. Tu sais, il était mentionné dans l'article qu'il y avait à peu près 50 heures d'observation reliées à ce projet-là. C'est quoi un peu ces éléments-là? Ça a commencé où? Puis, tu sais... Oui, donc ça revient un peu ce qu'on parlait tantôt, le récapitulatif. Il y a eu Tess au début qui nous a alertés. Tess observait, on disait, à tous les 27 jours, a récolté des transits. Le 50 heures d'observation, ça expire où? Ça a pris 50 heures pour obtenir la masse, avec une assez bonne, disons, un assez bon degré de confiance. Souvent, on dit que c'est comme une détection à plus que 3 sigma, donc c'est à plus que 99,7% de confiance sur ta mesure. Donc ça a pris 50 heures d'observation avec Spirou, mais ça a été sur 6 mois à peu près. C'est une campagne d'observation. Ça a commencé, j'ai oublié les mois, là, c'était sur 6 mois, puis tu essaies d'observer à tous les jours, tu observais 30 minutes, mettons l'étoile, pour obtenir la mesure de vitesse radiale. Puis on a fait ça 50 fois, 50 mesures. Et c'est ça, sur 6 mois. Puis ensuite, on combine ces observations-là pour mesurer l'oscillation que je parlais tantôt pour obtenir la masse. Donc ça, c'est 50 heures. Mais pour les transits, le transit de cette planète-là, ça dure 2 heures à peu près. Donc quand nous, aussi à Mégantic, on observait 2 transits de plus, il fallait observer l'étoile pendant à peu près 4 heures. Donc tu vas observer un peu avant. Pourquoi 2 heures? OK, parce que tu veux avant puis après? Tu veux avant, tu veux pendant le transit, tu veux après. La période orbitale, donc l'année sur cette planète-là, c'est 11 jours, mais quand elle passe devant l'étoile, c'est 2 heures qu'elle passe devant. Mais quand le transit arrive, il dure 2 heures, mais il faut que tu t'observes un peu avant, un peu après, parce que tu veux savoir c'est quoi le niveau de brillance de l'étoile avant le transit aussi, pour bien mesurer la profondeur du transit. Un de mes films préférés, c'est le film Interstellaire, puis je suis sûr que tu connais ce film-là aussi. Puis dans le podcast, j'aime ça qu'une fois de temps en temps, juste name drop un film qui a un peu rapport, là, vraiment, vraiment de loin. Puis dans Interstellaire, il découvre des planètes, puis
des satellites. Puis il y a une des planètes qui il nomme les planètes en fonction des personnes qui les ont découvertes. Fait que là, le nom de la planète, puis là, je disais dans mon courriel que je t'avais envoyé au début, j'étais déçu que c'était pas la planète à Charles, tu sais, ça aurait été cool, mais bon, je sais que c'est vraiment ambitieux, là, parce que, tu sais, les planètes, c'est genre des noms vraiment techniques, puis là, dans ce cas-là, de ce que je comprends, on nomme le système solaire, fait que là, dans ce cas-là, c'est le système solaire TOI-1452, puis là, la planète, c'est TOI 1452b, sûrement. Oui. Pour dire que c'est comme la planète B ou je sais pas quoi. Fait que tu pourrais-tu parler un peu du système de nomenclature, comment ça fonctionne? Pourquoi c'est TOI, tu sais? Oui. Donc, la raison pourquoi c'est TOI, c'est à cause que c'est un objet qui a été détecté par TESS au début. Donc, T pour TESS, O pour Object of Interest pour le I. Donc, c'est un objet d'intérêt de TESS, le numéro 1452e, parce qu'aujourd'hui, il y en a plus que 5000. On est rendu à peu près 5-6 000. Donc, chaque TOI, c'est comme j'ai dit au début, chaque TOI, c'est un système que TESS a observé, qui a dit « Ah, je pense que cette étoile-là a une planète. » Okay. Mais une grande fraction des TOI s'avère être des faux positifs au bout du compte. Mais celui-là, c'est le 1452e, donc il y en a eu 1452 avant. Donc TOI 1452, ça devient le nom de l'étoile. Ça, c'est le nom de cette étoile-là, qui n'avait pas un nom avant. Donc c'est un système qui était complètement inconnu avant. Si le système avait été connu, on l'aurait appelé par son ancien nom. Et puisque c'est vraiment TESS qui a mis le doigt dessus, c'est TOI 1452. Puis la nomenclature ensuite pour les planètes, c'est de prendre le nom de l'étoile, donc TOI 1452, puis ajouter les lettres en minuscules. Petit b, pour dire que c'est la première planète de ce système-là. Pourquoi pas la deuxième, pourquoi pas A? Parce que A, c'est l'étoile, en quelque sorte. Ah, OK. OK. Ouais, A, c'est l'étoile, puis B, c'est la planète. Ensuite, s'il y avait d'autres planètes dans le système, ça serait TOI 1452, C, D, E, F. Puis il y a certains systèmes multiplanétaires qu'on connaît. Un des plus fameux, il s'appelle TRAPPIST 1, puis il y a 7 planètes dedans. Donc là, tu as TRAPPIST 1, B, C, D, E, F, G, H. Ça se rend quand même jusqu'à loin, là. OK. Ouais, c'est un système un peu comme... ce que je comprends là, c'est un système scientifique de nomenclature, comme les animaux. Il y a tout un nom latin qui dit la classe, puis après ça, tu descends en précision. C'est ça. Mais c'est surtout, c'est ça, on connaissait pas beaucoup d'exoplanètes il y a 25 ans. Maintenant, vu qu'on en connaît quand même 5000, ben c'est ça, il faut comme uniformiser la façon qu'on les appelle. Donc, c'est ça le système qui a été choisi. OK. Puis là, c'est ça justement. C'est quoi un peu la suite pour cette planète-là, exoplanète-là? C'est quoi un peu la suite de la recherche? Est-ce qu'il y a des liens avec le télescope James Webb qu'on entend parler beaucoup ces temps-ci? L'auteur de l'article de Radio-Canada mentionne ça. Fait que je te curieux un peu, c'est quoi la suite? Oui, donc pour James Webb, ça va vraiment être une suite très importante parce que James Webb a aussi des instruments à bord, il y a aussi des spectrographes à bord. C'est le meilleur instrument pour pouvoir étudier l'atmosphère de cette exoplanète-là, étudier la composition chimique de son atmosphère. Est-ce qu'il y a de l'eau dedans? Est-ce qu'il y a plutôt de l'hydrogène, quelque chose de plus léger? Et quand je parlais au début des différents modèles sur la structure interne de cette planète-là, ben, étudier son atmosphère va nous donner beaucoup d'informations sur c'est quoi la structure de cette planète-là. En fait, en termes plus mathématiques, c'est que tu ajoutes un autre observable à ton système d'inconnus. Nous, on avait la masse, le rayon. On avait aussi, ce que j'ai pas mentionné, mais on avait aussi un peu la composition chimique de l'étoile qu'on peut un peu relier avec celle de la planète, parce qu'on sait que l'étoile et la planète se sont fabriqués avec le même matériel. Donc, il faut qu'il y ait à peu près les mêmes rapports d'éléments chimiques dans les deux. Mais là, avec James Webb, la prochaine étape, c'est vraiment d'étudier l'atmosphère de cette exoplanète-là. Fait que c'est ça. Fait que James Webb permet ça. Fait que ça vient un peu, comme on mentionnait au début, tu as beaucoup d'hypothèses, puis là, il faut que tu confirmes tes hypothèses. Fait que là, ça va nous aider sûrement ça à raffiner le calcul, le modèle. Fait qu'en quoi est-ce que James Webb, juste pour un newbie comme moi, James Webb, donc, c'est ça sa capacité, c'est qu'il peut calculer les compositions des atmosphères, dans le fond. C'est ça qui fait différent. Oui, je vais l'expliquer. C'est qu'il va appliquer un peu la même méthode que j'ai parlé tantôt, la méthode du transit. Mais à la place de simplement récolter la lumière, il utilise un de ses spectrographes à bord. Il y a 3 spectrographes. Il y en a un qu'on veut utiliser pour ça. Puis c'est un grand travail d'équipe parce que moi, je suis moins spécialisé dans l'étude des atmosphères, mais j'ai des collègues justement à l'Université de Montréal, c'est leur spécialité. Donc, eux aussi vont être intéressés à rejoindre puis utiliser leur propre modèle parce que pour comprendre l'atmosphère, il faut qu'eux aient fait des modèles théoriques pour essayer d'expliquer les observations qu'on va obtenir.
Donc, avec James Webb, tu observes le transit de la planète, mais avec un spectrographe. Donc là, tu as l'information de c'est quoi la taille de la planète, mais à chacune des longueurs d'onde. OK. Okay? Une planète qui n'a aucune atmosphère, donc si c'est juste une boule de roche, ça n'a aucune influence que tu observes, disons, dans le bleu ou que tu observes dans le rouge. C'est juste une boule de roche. Mais si tu as une couche gazeuse par-dessus, puis que, par exemple, dans l'atmosphère, c'est riche en eau, mais on connaît qu'il y a certaines longueurs d'onde où l'eau absorbe beaucoup la lumière. Okay? Et donc, si tu observes un transit à cette longueur d'onde-là précise, souvent c'est dans l'infrarouge, tu vas voir la planète un petit peu plus grande. Parce que là, son atmosphère était opaque. Donc, pendant le transit, quand la planète passe devant l'étoile, s'il y a beaucoup d'eau dans son atmosphère, l'atmosphère devient opaque à cette longueur d'onde-là, à cette couleur-là. Et donc, pendant le transit, il y a moins de lumière qui passe parce que la lumière qui traverse l'atmosphère est bloquée. La planète paraît plus grande. Et donc, toi, en fait, après ça, tu veux analyser les données, mais tu regardes quelle était la taille de la planète à chacune des longueurs d'onde. Puis si tu vois qu'à la longueur d'onde précise de l'eau, la planète était plus grande, déjà, tu auras une bonne indication qu'il y avait de l'eau. Puis là, tu peux rouler des modèles pour essayer de fitter un peu toutes tes données. Puis après ça, vraiment avoir une idée, c'est quoi la fraction d'eau, par exemple, que dans l'atmosphère. Donc ça, c'est la technique qui va être utilisée. C'est la spectroscopie de transit. C'est ça le nom de cette technique-là. C'est curieux parce que c'est comme une combinaison des deux premières techniques que tu nous as parlé dans mettons, les étapes 1 et 2, si on parlait devant le transit, et puis ensuite, on a shifté à la spectrographie. Fait que c'est comme une combinaison des deux. Puis, fait que, tu sais, comme tu mentionnes, fait que c'est un peu comme si on avait c'est comme l'atmosphère, ça crée un genre de halo, un genre de halo autour d'une planète, un halo gazeux, puis c'est ça qu'on vient un peu séparer en morceaux puis analyser indépendamment. C'est ça, exactement. Donc, l'atmosphère est plus ou moins opaque à certaines longueurs d'onde, dépendamment de sa composition chimique. Parce que si c'est une molécule, par exemple, de CO2, ben le CO2, sa signature spectrale qu'on appelle est à, disons, 1,2 microns. Celle de l'eau, ça va être genre, mettons, 1,4. Et donc, c'est comme ça que tu peux ensuite inférer. Tu vas dire, il y a tant de CO2, il n'y a pas de CO2, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, puis tu peux continuer comme ça. OK. OK. Ben, sérieux, wow, c'est vraiment intéressant. Puis c'est pas mal. Je trouve que c'est je veux dire, un bel endroit où on pourrait conclure notre discussion là-dessus. Là. Je trouve que ça fait une belle boucle. Tu sais, la fin est comme le début et comme les étapes que tu as analysées dans le parcours. On voit le lien. Le lien, ça continue tout le temps. C'est ça. C'est à peu près les genres de même technique. Ouais. C'est ça. Fait que, écoute, ben, merci beaucoup pour ta présence, Charles. J'aimerais peut-être te laisser le micro là, pour la fin. Avais-tu quelque chose que tu aimerais mentionner? Est-ce que tu aimerais faire des fois les gens aiment ça, faire un genre de shout-out à leur équipe ou donner des indications ou aller trouver plus d'informations, des choses comme ça, ou préciser d'autres affaires qui n'ont pas été dites? Je te laisse le micro. Ouais, ben, j'ai parlé un peu au début de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Donc, on a un site web, là, je ne vais pas l'énumérer vu que c'est un podcast comme ça. Vous pouvez faire une recherche vite sur Google, l'Université de Montréal, Institut de recherche sur les exoplanètes. Allez voir, peut-être qu'il y a des jeunes aussi qui écoutent. Puis, c'est un domaine, comme je dis, qui est en pleine émergence. Donc, il y a tout le temps des stages d'été aussi qui sont offerts. Donc, si ça vous intéresse, justement, l'étude des exoplanètes, l'étude justement des atmosphères d'exoplanètes ou c'est ça, la recherche de vie. On n'a pas été vraiment dans ce côté-là. Puis c'est pas une mauvaise chose parce que moi, j'ai reçu beaucoup de questions sur s'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a de la vie? Puis j'évite vraiment de faire ce raccourci-là parce qu'on n'est pas là du tout encore. Mais il faut quand même garder en tête que c'est ça l'objectif ultime de ce domaine de recherche-là. C'est peut-être un jour trouver de la vie ailleurs que sur Terre. Mais avant de se rendre là, il faut qu'on ait un bon catalogue d'exoplanètes potentiellement habitables. Puis c'est ceux-là qu'on va étudier en priorité. Puis peut-être qu'un jour, justement, en étudiant leur atmosphère, on va peut-être détecter des molécules qu'on appelle des biosignatures, des molécules qui sont pas censées être là, mais si elles sont là, c'est parce qu'il y a disons des effets biologiques qui créent ces molécules-là dans ces atmosphères-là. Donc ça, c'est l'objectif ultime. Donc c'est vraiment un domaine de recherche qui est passionnant pour ça. Donc si jamais ça intéresse les gens, c'est ça, allez voir, vous pouvez les voir, avoir plus de détails. Excellent. Ouais, c'est effectivement la vie, c'est vrai que c'est un domaine intéressant. Peut-être qu'éventuellement dans le podcast, on pourra avoir quelqu'un nous parler de ça plus en profondeur. C'est intéressant ce que tu mentionnes. Ben, je suis content que dans le fond, tu t'en es tenu à où on t'était rendu dans ce projet-là puis dans tes connaissances. Fait que ça, c'est le fun parce que ça permet d'entrer plus en profondeur. Puis en disant peut-être moins de trucs qu'on sait pas. Là. Fait que, spéculatif, c'est ça, exact. C'est ça. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ta présence, Charles.
C'était vraiment intéressant comme discussion. Ça fait plaisir. Et merci aux auditeurs surtout d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine!